Non, il y a Ridaï. Non, on refuse, mais Mm. Ridaï. Non, 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 non. Tu l'as refusé déjà? Oui. Très bien, merci. J'entends que c'est des sujets, c'est un des points qui est extrêmement sensible. Bonjour à tous. Bonjour. 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 On va attendre quelques minutes parce qu'on a un nombre d'inscrits relativement conséquent. Il faut que les gens puissent arriver. Bonjour. Bonjour. On va attendre 1 ou 2 minutes. Merci de votre patience. Bonjour à tous, toutes. Olivier, il faudra juste s'assurer que tout le monde voit bien les slides. Je sais que des fois, on a des problèmes lorsqu'on les partage comme ça par le Teams. On va prendre quelques minutes que le compteur se monte. On a un nombre d'inscrits relativement conséquent, d'où le fait qu'on va vérifier effectivement que tout est correct pour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous ceux qui arrivent. Si vous avez un souci pour voir la première slide, donc le mot de bienvenue, si certains d'entre vous avez des soucis pour voir ce contenu, merci de lever la main. Voilà, ça c'est top. Merci pour les pouces. Allez, je prends encore 1 ou 2 minutes. Et dès qu'on aura dépassé la barre des 50, je peux vous dire qu'on est normalement beaucoup plus nombreux que ça. On va commencer, vu le programme qui est relativement euh, chargé. Tiens, une connaissance. 33. Et j'aurai fini d'attendre les retardataires dans quelques secondes. « 46.
43. On va aller. Je vous propose, on va bientôt arriver dans les quelques secondes après mon message introductif à rentrer avec les 50 premiers participants rentrants, où normalement on va monter effectivement beaucoup plus loin au cours de l'après-midi. Eh ben, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions pour votre présence. Donc, je suis Olivier Orange, je fais partie de Grand Est Développement, l'agence qui œuvre aux côtés de la région Grand Est pour accélérer les transformations. Je vous accueille cet après-midi en tant que chef de projet du Hub d'innovation digitale de la région Grand Est en partenariat avec la CCI Grand Est. Nous vous proposons de vous mettre en perspective effectivement les impacts de la transformation numérique et vous assurer que l'usage de l'IA et de la cybersécurité sont devenus incontournables dans de nombreux domaines. Donc ce webinaire, il est cofinancé par l'Union européenne et la région Grand Est et fait partie des actions que l'on a déployées pour accompagner les entreprises industrielles afin de lever ces freins à l'adoption de ces deux technologies. Même si certains d'entre vous sont dans des secteurs en crise, je me permets de repartir sur une note d'optimisme qui nous a été proposée il y a quelques semaines par le groupe Schmitt, parce qu'effectivement, le monde de la construction étant bien ralenti depuis de nombreux mois maintenant, ils se sont dit que c'était pour eux le bon moment d'y aller. Il y a moins d'activité, donc c'est le moment de se former, c'est le moment de tester, c'est le moment d'essayer euh, et s'ouvrir tant que l'on a un petit peu de bande passante. Voilà, donc pour pouvoir avancer cet après-midi dans le cadre du webinaire, je vais vous permettre de donner d'abord la parole à Marc Platini qui va, je pense, lever beaucoup de freins, lever le côté nébuleux de l'IA, et puis Jean Reminder de l'Unistra qui vous présentera par la suite donc des cas d'usage concrets sur l'intégration chez les industriels. Voilà. Pour ma part, je vous retrouverai vers 15h15. Voilà. Bon après-midi. Et si vous avez, merci de garder vos micros fermés. Et si vous avez besoin de mettre des questions en ligne, je vous propose d'utiliser la conversation. Voilà. Bon après-midi. Super, merci Olivier. Alors, est-ce que tout le monde voit bien lorsqu'on passe les slides? N'hésitez pas dans le chat s'il y a un souci à le dire par rapport à ça. Et comme a dit Olivier, vu que vous êtes une cinquantaine, merci de poser vos questions dans le chat, on y répondra tout de suite par rapport à ça. Eh ben, merci pour d'être là aujourd'hui. Donc, on va passer les 40 premières minutes ensemble donc, pour découvrir un peu ce que c'est l'IA et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans l'industrie. Donc, démarrons cette séance de sensibilisation IA. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Donc, comme Olivier, donc moi, je suis coordinateur scientifique IA au sein donc des Grand Est Solutions Développement Numérique, donc au sein de l'agence Grand Est Développement, donc qui est la transformation de nos entreprises. J'ai plusieurs missions au sein de l'agence. Ma première, c'est de faire le lien entre les entreprises et les universités sur l'IA. Donc, c'est à ce titre notamment que je travaille également avec Jean, qui présentera tout à l'heure l'IA développée à l'Unistra. J'aide également à monter en compétence nos offreurs de solutions et je réalise également des séances de sensibilisation IA, dont celle d'aujourd'hui. Donc moi, j'ai une formation technique sur l'IA. Donc, j'ai réalisé ma thèse dans la maintenance prédictive des supercalculateurs il y a déjà quelques années. Et à la base, je suis un ingénieur en informatique. Alors, pour démarrer cette séance de sensibilisation, je ne vais pas vous demander de voter vu que vous êtes une cinquantaine à distance, mais je vais vous demander de voter dans votre tête. Là, je vais vous présenter 6 images et j'aimerais savoir, selon vous, lesquelles sont générées par une IA et lesquelles sont vraies. Donc, je vous laisse quelques instants juste pour regarder les images. On en a 6, donc 4 autres personnes, une d'un petit animal, d'un chat, et l'autre d'une maison en feu. Alors, je vais lever le suspense assez rapidement. Donc, la première en haut à gauche, celle de cet homme, a été générée par une IA, également celle de la femme à côté d'elle. Le chat également a été généré par une IA d'ailleurs. La photo de Kate Middleton est donc... Ah, on a quelqu'un qui voit pas les slides. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde? Est-ce que on pourrait juste confirmer que tout le monde voit les slides à distance? Il y en a combien qui C'est ont des bon, soucis? c'est bon pour moi. Ok. Oui, c'est bon, Alors, ça dépend ceux pour qui ont un certains. petit souci, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter. Il y a peut-être le temps de la synchronisation sur Teams. Mm. Super. Donc du coup, donc pour terminer, donc la photo de Kate Middleton est donc la seule vraie en bas à droite. Et donc la photo de Will Smith est également une photo générée et celle de la maison également. Le point de cette première série, en fait, c'est de dire que l'IA générative est déjà arrivée à l'état de l'art, elle est capable de générer des photos qui sont plus vraies que nature, à la fois sur des photos de personnes, donc qui n'existent pas, les deux personnes en haut à droite,
Les photos d'animaux, hein, à droite, on voit la photo du chat dans son environnement qui est totalement cohérente, hein, à la fois avec le flou, l'herbe, le visage du chat est parfaitement cohérent, mais également sur des scènes. Donc là, en fait, on voit la maison en flammes, on voit que les flammes restent bon, un peu bizarres sur la gauche, mais globalement, on n'a pas de flammes qui arriveraient de n'importe où. Et donc, on voit bien qu'on garde encore une fois cette cohérence dans les flammes. Et on a également la capacité de générer, hein, forcément, bon, il y a eu pas mal de nouveautés au niveau des deepfakes, c'était assez à la mode il y a quelques semaines. Donc là, une image de Will Smith, donc si on zoome un peu, on verrait qu'au niveau de ses yeux, c'est encore un peu juste, mais on voit quand même qu'on a une photo qui est assez ressemblante. Et donc, Kate Middleton, qui est donc la seule vraie photo de cette série. Et donc, on va commencer par se poser la question, une IA, c'est quoi? Et ben en fait, une IA, donc globalement, ici, on va parler d'IA générative un petit peu plus en détail. Lorsque je pose une question, donc lorsque je pose ma question à ChatGPT, hein, le Grand Est est-elle la plus belle région de France? En fait, ChatGPT me répond, le Grand Est est une belle région, elle dispose de nombreux atouts, etc., etc., etc. Donc en fait, globalement, pour l'ensemble des personnes, il y a une grosse boîte, et donc on va aller ouvrir pour découvrir ce qui s'y déroule à l'intérieur. Donc en fait, lorsqu'on parle de cette boîte d'IA générative, en réalité, à l'intérieur, on va trouver un ensemble d'outils que l'on va interconnecter ensemble pour former cette interface d'IA générative. Et donc en fait, on a deux grosses choses. On a le modèle d'IA générative qui est derrière, donc je vais revenir dessus par la suite. On a l'interface web qui est devant, et entre les deux, on a des notions d'interface, et on va y connecter des outils. Alors, pour un peu mieux comprendre les différentes notions, les différentes briques, en fait, on va faire un parallèle avec l'automobile. Donc, tout le monde connaît bien ce que c'est une voiture, l'utilise au quotidien. Donc, on va pouvoir faire ce parallèle pour nous permettre d'illustrer ce qui est né. En fait, dans une voiture, c'est un peu la même chose. Dans une voiture, on a la carrosserie, donc ce qui est autour. On a le moteur, ce qui nous permet d'avancer. Et on a des accessoires, des rétroviseurs, des boîtes de vitesse, des autoradios. Donc, un ensemble d'accessoires qui n'est pas forcément, qui sont utiles, mais qui ne sont pas vitaux pour faire avancer la voiture. Et en fait, on peut également trouver exactement ce parallèle avec les boîtes d'IA que l'on trouve au quotidien, avec lesquelles on interagit. En fait, la carrosserie va correspondre globalement à l'interface. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la carrosserie de ma voiture correspond à l'interface web. Le moteur va vraiment correspondre à mon modèle d'IA générative. Donc là, c'est le cœur de ma machine. Et les outils que l'on met à côté, donc qui vont compléter la grosse boîte, va aller compléter la partie accessoire, c'est-à-dire des choses qui vont aller augmenter l'expérience, mais qui ne sont pas forcément vitaux au fonctionnement de base. Et donc, en fait, si on fait encore une fois le parallèle, si on dit que le but d'une voiture, c'est de se rendre d'un point A à un point B, je peux tout à fait le faire sans carrosserie, hein. Ma voiture peut être sans carrosserie, mais rouler uniquement sur le moteur, c'est un peu compliqué, c'est pas super confortable, donc la carrosserie est quand même un peu utile. Le moteur, forcément, avancer sans moteur, c'est pas possible, hein. Bien que la carrosserie elle soit extrêmement belle, qu'on ait des très beaux équipements, si on met pas de moteur dans la voiture, en fait, elle n'avancera juste pas, donc elle va pas servir à grand chose. Et enfin, sans accessoires, forcément, c'est possible de rouler. On peut rouler sans rétroviseur, on peut rouler sans boîte de vitesse, on peut rouler sans clignotant, selon certaines personnes. Mais c'est quand même un petit peu mieux de les avoir, hein. C'est un petit peu plus sympa, ça permet d'augmenter un petit peu l'expérience de l'utilisateur. Et en fait, sur l'IA, on a exactement la même chose. Lorsqu'on parle d'IA, en fait, on peut travailler avec de l'IA sans interface, donc sans l'interface de ChatGPT, je vous montrerai juste après. C'est possible, mais c'est compliqué parce qu'il va falloir utiliser la ligne de commande, etc. Donc là, on va plus être extrêmement facile d'utilisation pour l'utilisateur. Sans moteur, bien sûr, c'est pas possible, parce qu'en fait, j'aurai juste une interface, donc je vais écrire ma ligne à ChatGPT, je vais lui poser ma question, mais j'aurai jamais de réponse parce que mon IA ne va pas fonctionner derrière. Et enfin, sans outil, l'IA fonctionne, mais les possibilités vont être très limitées. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir intégrer de documents Word, je ne vais pas pouvoir intégrer de documents PDF, je ne vais pas pouvoir intégrer de documents PowerPoint, je ne vais pas pouvoir faire le lien vers des sites Internet, etc. Donc, ça va extrêmement limiter mon expérience utilisateur. Et enfin, on a exactement les mêmes choix. En fait, lorsque je vous dis qu'il y a un moteur dans une voiture, en fait, ce moteur, il peut être de plusieurs types. Ça peut être un moteur électrique, ça peut être un moteur thermique, ça peut être un moteur à hydrogène. Et ensuite, derrière, sur ces moteurs, j'ai encore différents types. Si je parle d'un moteur électrique, ça peut être un moteur asynchrone, un moteur synchrone. Si je suis sur un moteur thermique, ça peut être un moteur essence ou un moteur diesel. Sur les moteurs hydrogène, etc. Et en fait, on a exactement le même parallèle avec l'IA. Lorsque je vous parle de modèles d'IA générative, en fait, j'en ai plusieurs qui vont arriver. J'ai des modèles texte, donc GPT-4, et toutes ces variantes, GPT-4o, GPT-mini, etc. J'ai les modèles de Mistral, par exemple. Si je travaille sur les images, je vais avoir des modèles de Stable Diffusion, je vais avoir des modèles qui proviennent de DALL-E.
Je vais également avoir des modèles multimodaux, je vais avoir des modèles spécialisés dans le son, je vais avoir des modèles spécialisés dans la vidéo. Donc, je vais avoir en fait un ensemble de modèles qui vont être spécialisés selon ce que l'on souhaite faire. Et sur l'interface, c'est exactement la même chose en fait. Ma carrosserie, je peux avoir une carrosserie qui est une citadine, je peux avoir un SUV, je peux avoir un camion. Sur ma citadine, je peux avoir 4, 5 portes. Mon SUV peut être un SUV urbain, un SUV coupé, etc., etc., etc. Et sur mon interface, c'est la même chose. Je peux avoir des interfaces très génériques, donc ça qu'on connaît, l'interface de ChatGPT sur laquelle j'écris mon compte. Je peux avoir des interfaces libres, comme OpenWebUI, et je peux avoir des interfaces plus spécialisées. Donc, par exemple, des interfaces liées à la génération d'images, donc Stable Diffusion, des interfaces plutôt liées à la génération de texte, telles que le Notebook LM, des interfaces plutôt liées aux développeurs, donc là où en fait où les IA vont aller aider à développer le code, etc., etc., etc. Et donc, en fait, le but lorsqu'on va construire une IA, en fait, c'est d'aller avoir une cohérence entre l'ensemble de ces choses. En fait, si je termine de parler avec le monde automobile, peut-être que certains de ces projets vont parler à des gens, mais on a le Fiat Multipla, par exemple, de 1000 chevaux qui a été réalisé. Donc, en fait, là, on a une carrosserie globalement de citadine dans laquelle on a été mettre un énorme moteur. Ça fonctionne bien, mais c'est pas extrêmement cohérent. La même chose pour la Daewoo Matiz au milieu avec un moteur de Viper qu'on a mis dedans. Donc là, c'est pareil. On a des choses qui fonctionnent, mais qui sont pas cohérentes. Donc, du coup, forcément, l'utilisation, c'est un petit peu bizarre. Et enfin, la fin, on a forcément le char d'assaut pour aller faire ses courses en ville. Ça fonctionne, c'est pratique pour se garer, mais c'est un petit peu chiant pour les créneaux quand même. Et donc, en fait, la dernière image, c'est un petit peu comme si, dans le domaine industriel, on va se dire, ChatGPT peut me détecter un défaut sur ma pièce. Oui, c'est vrai. C'est super, mais c'est pas du tout adapté. Et donc, c'est pas du tout le bon modèle qu'il va falloir mettre pour détecter les défauts sur une pièce. Et donc, c'est là, en fait, on va aller doucement glisser vers le cœur de ce que c'est le moteur. Juste pour vous donner une dernière idée, globalement, sur l'IA, en fait, lorsqu'on parle de modèles d'IA générative, on en a quelques millions de variantes qui existent. Donc là, on a les modèles type GPT, les modèles type Mistral, les modèles type Llama, etc. Je ne vais pas tous les citer. Lorsqu'on parle des interfaces web, c'est pareil. On en a à peu près une trentaine disponibles en open source et on en a quasiment autant que vous en propriétaire. Et lorsque je dois interfacer ces deux, c'est pareil. Sur les interfaces, j'ai également énormément de choses qui sont disponibles. Et sur mes outils, j'en ai autant que j'en veux. J'ai à la fois des outils très génériques, je vais intégrer un document Word dans mon interface, mais également des outils qui vont être plus spécifiques. Je vais me connecter à la base de données de l'entreprise, je vais me connecter à ma machine outil, je vais aller intégrer des documents, je vais aller intégrer par exemple des ordres de fabrication qui ont peut-être un format un petit peu spécifique, etc., etc., etc. Et donc en fait là, on a vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA et donc un petit peu sa complexité. Et donc là, on va rentrer vraiment dans comment fonctionne l'IA. Donc, qu'est-ce que c'est un modèle d'IA? D'accord, on va juste se faire un tout petit peu d'historique, assez rapide. En fait, quand on parle d'IA, on parle d'un espèce d'oignon. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, globalement, on englobe énormément de choses dedans. Et donc, nous, de manière un tout petit peu plus précise, on va parler d'apprentissage machine, de machine learning. Et en fait, dans ces couches d'oignons qu'on va effeuiller au fur et à mesure, on va rentrer et on va se rendre compte qu'en fait, les modèles de langage, donc quand on utilise ChatGPT, ne représentent que vraiment un tout petit point de l'ensemble des technologies que l'on a d'IA. Alors, en 45 minutes, j'aurai en aucun cas le temps de présenter l'ensemble des choses d'IA, donc il y a forcément des parties sur lesquelles je vais passer. Et donc là, en fait, on se concentrera un tout petit peu plus en détail sur l'apprentissage supervisé tout à l'heure. Comme j'ai dit, un petit point d'historique. Alors, très rapidement, en gros, l'IA commence dans les années 43, à peu près, avec le premier neurone artificiel de ma culotte épite. Donc, je vais le présenter juste après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on trouve en fait la première notion d'IA lors d'une conférence au Dartmouth College dans les années 56, avec du coup le mot intelligence artificial. Artificial intelligence, pardon. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que ce terme d'intelligence en anglais peut se traduire forcément par le terme d'intelligence en français. Cependant, en fait, c'est une traduction qui est un petit peu facile. Lorsqu'on parle de CAA, donc Central Intelligence Agency, on parle bien d'agence centrale de renseignement et pas d'agence centrale d'intelligence. Et en fait, c'est là où on trouve un peu l'ambiguïté derrière le mot intelligence artificielle, c'est qu'en fait, le mot artificial intelligence devrait être plutôt traduit par traitement de la donnée que vraiment par la notion d'intelligence que l'on a en français. Et donc, on va voir assez rapidement qu'une IA, en fait, n'est pas vraiment très intelligente. Ensuite, on arrive dans les années 80 avec les systèmes experts, donc qui sont déjà utilisés par les entreprises et qui sont encore utilisés d'ailleurs dans nos entreprises. Et on arrive après, dans les années 97-2011, vers les premières réussites médiatiques de l'IA, avec notamment donc, Deep Blue qui a battu Kasparov aux échecs. Et en 2011, une IA, donc encore une fois d'IBM,
qui a battu, qui a gagné l'émission télévisée Jeopardy, qui est un peu un question pour un champion, où l'IA répondait à des questions en langage naturel. Et forcément, en 2022, l'explosion de l'IA grand public avec donc la sortie de ChatGPT, donc du coup une des premières IA conversationnelles disponibles pour le grand public. Mais ce qu'il faut voir en fait, c'est que globalement, les modèles d'IA, on nous touche déjà tous un peu plus au quotidien tous les jours, hein. On a Siri pour les utilisateurs d'Apple, mais on a la même chose sur les utilisateurs d'Android. On a ChatGPT, on a Stable Diffusion. Donc en fait, c'est déjà des outils que l'on utilise au quotidien. Donc là, les choses que je vais vous montrer ne sont pas forcément des choses qui sont nouvelles, mais sont des choses qui peuvent être également déjà intégrées et déjà utilisées au quotidien, soit par vous-même, par des collaborateurs, par des connaissances, etc. Un point qu'il est important de souligner quand même, c'est que en fait, on a l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA qui est disponible en France. Donc, c'est une chance qu'on a quand même dans notre pays. C'est qu'on a à la fois la puissance de calcul qui est disponible chez OVH. On a la partie hébergement de modèles avec Minifest, qui est du coup une entreprise franco-américaine. Et on a également jusqu'au développement de modèles des startups type Mistral AI. Donc, en fait, on a un ensemble de chaînes de valeur qui est disponible en France qui nous permet de rester souverain sur cette partie d'IA générative. Sur des parties d'IA non génératives, d'IA classique, on a également l'ensemble de la chaîne de valeur qui est disponible en France, avec notamment le logiciel Scikit-Learn, qui est donc du coup un logiciel français permettant de réaliser des IA et donc notamment maintenu par l'INRIA en France. Et donc, on a fini un petit peu pour cette partie historique. Donc maintenant, l'idée, c'est quand même d'aller voir comment ça marche en détail dans le fond. Et donc, on va aller sur la première couche d'apprentissage machine. Sur cette première couche, on va commencer par des systèmes experts pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On va essayer de construire un système expert pour aller choisir son manteau. Donc, ce qu'on va voir, c'est que pour choisir son manteau, ça va pas être très compliqué. On va se demander quelle est la saison de l'année. Est-ce qu'on est en hiver, au printemps, en été ou en automne? Et ensuite, on va se demander quelle est la température. Donc, est-ce qu'il fait plus ou moins 10 degrés, plus ou moins de 15 degrés, etc. Et en fait, grâce à ça, je vais avoir un système qui choisit automatiquement mon manteau. Là, par exemple, on peut avoir un système qui me dit, je suis en hiver, il fait moins de 10 degrés, donc mets un manteau. Et si tu aurais été, par exemple, en été avec plus de 20 degrés, tu vas mettre un t-shirt. Bon, ce système fonctionne, mais n'est pas ultra utile et n'est pas non plus ultra intelligent. Donc, on va essayer de faire un système pour déterminer si un animal est un chat. Je pense que sur la soixantaine de personnes présentes, tout le monde voit bien ce que c'est un chat, un animal à quatre pattes. Et donc, du coup, on va aller essayer de faire la même chose. Donc, lorsque je vais construire mon système, je vais commencer par ma première condition. Est-ce que mon animal a des poils, oui ou non? Je vais enchaîner avec ma deuxième condition. Est-ce que mon animal fait plus ou moins de 10 kilos? Avec ma troisième condition, quelle est la taille des oreilles? Et avec ma dernière condition, est-ce que cet animal a une moustache, oui ou non? Donc là, en fait, on voit un chemin qui se dessine. Hop, normalement, mon laser. Donc en fait, on voit un chemin qui se dessine. Donc si un animal a des poils, est plus petit que 10 kg, a des oreilles inférieures à 8 cm et a une moustache, alors c'est un chat. S'il ne répond pas à ces conditions, c'est autre chose qu'un chat. Donc forcément, il existe des chats sans poils. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, lorsque j'ai ce chat en photo, je dois aller revoir mes conditions. Et donc c'est-à-dire que cette première condition que j'ai là, en fait, je l'ai mal mise. Donc c'est-à-dire qu'en fait, un chat peut ne pas avoir de poils. Donc je vais recommencer, reprendre une nouvelle condition. Et donc, en fait, là, par exemple, prendre une condition sur le fait du nombre de pattes. Donc, est-ce que mon animal a 4 pattes ou est-ce qu'il a plus ou moins de 4 pattes? Bon, forcément, vous me voyez arriver assez rapidement. Il existe également des chats à 3 pattes. Donc, ça veut dire qu'en fait, la condition que j'ai posée avant n'était pas bonne. Et donc, là, en fait, ce qu'on voit, c'est que construire même une définition pour un animal relativement simple n'est pas forcément une chose aisée. Ça se fait, mais c'est assez compliqué. Et donc, en fait, nous, ce qu'on va dire, c'est que la construction d'ontologie, donc ce qu'on appelle une ontologie, c'est une description parfaite d'un objet, d'un processus ou de quelque chose, est long, complexe, voire quasiment impossible. Et donc, c'est là, en fait, où l'IA va nous aider, c'est qu'elle va nous permettre de l'apprendre automatiquement. Donc, je ne vais pas avoir, moi, en tant qu'expert, à aller décrire précisément mon objet. Et donc, pour l'apprendre automatiquement, en fait, on va passer sur la première couche, donc l'apprentissage supervisé. Il existe d'autres techniques d'IA, notamment d'apprentissage non supervisé, mais qu'on ne va pas aborder ici. Donc, dans le cas de l'apprentissage supervisé, en fait, c'est relativement simple. J'ai mes photos de chat. Au milieu, j'ai mon modèle d'IA. Et à droite, j'ai mon label de chat. Et donc, ce que doit faire l'IA, en fait, elle doit faire correspondre des photos de chat avec l'ensemble du label du chat. Et donc, elle va devoir apprendre la correspondance entre les deux.
Il faut faire attention, la plupart des modèles d'IA sont dits boîte noire, c'est-à-dire que les règles ne sont pas compréhensibles par un être humain. Je vais vous montrer juste après le type de règles qu'il en sort. Il existe cependant des modèles boîte blanche ou des boîtes grises qui permettent en fait de comprendre ce que fait l'IA. Il existe également un ensemble de solutions qui permettent d'ajouter une couche de compréhension à ces modèles boîte noire. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que la plupart des modèles quand même ont un fonctionnement assez boîte noire et donc on ne peut pas aller comprendre ce qui s'y passe. Donc, un point, c'est que lorsque je vais devoir faire apprendre mon IA, en fait, je vais devoir avoir des milliers, voire des millions d'images pour s'approcher de l'exhaustivité de tous les cas possibles. Encore une fois, ici, c'est une généralité. Il existe certains modèles qui fonctionnent bien avec très peu d'images. Mais lorsque vous travaillez avec une IA, il faut garder en tête qu'il va falloir quand même avoir beaucoup de données pour être capable de l'entraîner. Et donc là, par exemple, il va falloir que j'ai un chat vu de face, un chat vu de dessous, un chat caché, un chat sans poil, un chat avec des poils, etc., 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 pour que mon IA soit capable d'être réellement performante. Et donc, en fait, lorsque je dis tous les cas possibles, ça veut dire que je dois avoir une base de données exhaustive, avec au minimum un exemple par cas. Dans la pratique, bien sûr, beaucoup plus. Si je cherche à détecter des défauts sur des pièces, on doute bien qu'il ne faut pas qu'une pièce avec un défaut, mais qu'il m'en faudrait quand même une dizaine, voire une centaine, pour essayer d'avoir assez de variabilité sur mes défauts. Et l'image doit être descriptive, c'est-à-dire qu'il doit exister un label, une description de l'image. Lorsque tout à l'heure, je vous parlais de chat, donc le label est assez facile, j'ai une photo de chat, c'est un chat. Lorsque je vais devoir aller détecter des défauts sur des pièces, en fait, je vais devoir aller entourer mes défauts à la main sur chacune de mes images pour que mon IA puisse apprendre. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une étape manuelle réalisée par des experts humains qui doit aller labelliser l'ensemble de ma base de données. Donc, quand bien même j'ai une base de données avec une caméra qui me prend depuis des années des images, donc j'ai, je sais pas, 100 000, 200, 300 000 images en stock, si elles n'ont pas été labellisées, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir les utiliser. Cette base de données doit être accessible, c'est-à-dire que si je suis sur un équipement qui est en dehors de mon entreprise, où je n'ai pas forcément la possibilité de récupérer les données, ça peut être compliqué. Et enfin, la puissance de calcul sera forcément primordiale lorsqu'on va commencer à entraîner des grosses IA par rapport à ça. Pour autant, on a quand même de la chance, c'est-à-dire qu'en fait, notre monde est devenu assez numérique. Donc, les bases de données, on se crée quasiment en autonomie. On a Facebook, on a Instagram, on a les comptes rendus publics, on a les décisions de justice. Et en fait, ce qui fait que la taille des données, elle explose d'année en année. Et la puissance de calcul, en fait, suit l'augmentation quasiment de la taille des données, ce qui explique en partie que les IA deviennent de plus en plus vraies. En fait, ChatGPT n'a pas été une rupture technologique. On a un papier fondateur en 2017 sur les Transformers qui fixe une architecture de réseau de neurones, mais qui n'a pas été une révolution. Et donc, en fait, le fait que les IA deviennent de plus en plus vraies, c'est surtout le fait que la puissance de calcul suit la taille des données générées. Et donc, du coup, plus on a de données pour s'entraîner, plus nos IA vont devenir réelles. Et donc là, en fait, c'est juste pour vous donner, dans un premier temps, j'ai encore un autre slide sur la suite, en fait, l'ensemble des modèles. Donc là, c'est un modèle qui est, enfin, c'est une image qui a été proposée dans un papier donc qui est sur la gauche en 2023. Et donc, en fait, ça montre l'ensemble des modèles selon différentes caractéristiques. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que le modèle de ChatGPT qu'on utilise est uniquement là. Donc, en fait, ChatGPT est uniquement qu'un petit arbre dans une forêt de modèles qui ont chacune leur spécificité. Alors, ici, on va retrouver Claude. Par exemple, on doit également retrouver Mistral, on doit retrouver d'autres modèles qui sont plutôt spécialisés sur l'image. Et donc, en fait, ChatGPT n'est que vraiment la partie haute de l'iceberg. Si on conclut sur cette toute première partie, l'idée, c'est de se dire qu'on peut en fait opposer programmation classique et IA. Dans la programmation classique, en fait, les données en entrée doivent être très clairement décrites. Chaque nouveau cas doit être étudié et les règles sont écrites à la main. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on a fait notre arbre de décision, on écrit toutes nos règles à la main. Lorsque j'utilise de l'IA, les données en entrée doivent être très nombreuses, mais des variations dans les nouveaux cas peuvent être admises. Si je sais reconnaître un chat, je peux potentiellement arriver à reconnaître un chien avec un mois de repos. Par contre, l'inconvénient, c'est que les règles sont déduites automatiquement, et donc du coup, il va être très compliqué de pouvoir comprendre exactement ce sur quoi l'IA s'est basée pour produire sa décision. Et donc maintenant, on va aller vraiment voir dans le détail comment est-ce que l'IA apprend. Et donc, encore une fois, là, on se focalise uniquement sur la partie apprentissage supervisé. Alors, un tout petit point de vocabulaire. Ici, à gauche, mes photos de chat, en fait, représentent ma base de données. Au milieu, mon modèle d'IA représente, en fait, le modèle. Et à droite, mon label, en fait, est simplement le fait de dire que l'ensemble des photos sont des chats. Donc, pour être intelligente, en fait, mon IA doit apprendre. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'elle n'a pas appris, je lui présente une photo de chat et mon IA me dit, en fait, tu as 50% de chance que ça soit un chat
et 50% de chance que ça soit autre chose qu'un chat. En fait, au départ, elle me dit, tu as une chance sur deux, que ça soit un chat, une chance sur deux, que ça soit autre chose qu'un chat, donc je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, lorsqu'elle va avoir appris, ce que je veux qu'elle me dise, c'est tu as 100% de chance que ce soit un chat et 0% de chance que ce soit autre chose qu'un chat. Et donc, si mon IA arrive à me répondre ça, c'est bien qu'elle a appris. Et donc, en fait, pour apprendre, elle va devoir aller optimiser des paramètres internes permettant de faire la correspondance entre la photo d'un chat et le label de sortie. Et donc là, on va aller voir comment fonctionnait un type de modèle, les réseaux de neurones. Il en existe beaucoup, j'en ai sélectionné un pour cette présentation pour montrer comment ça fonctionne. L'idée est quand même assez partagée avec les autres modèles par rapport à ça. Et donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, on va repartir du neurone artificiel. Donc là, si vous vous souvenez, il y a quelques minutes, je vous ai présenté ce neurone. Donc, c'est le neurone des années 43 de ma culotte épite. C'est un neurone qui a quasiment 80 ans, mais où en fait, on a globalement pas beaucoup évolué depuis. Donc, on l'utilise toujours de manière très active. Donc, en fait, ce neurone, je vais lui mettre en entrée la photo de mon chat. Et en sortie, il va devoir me dire à 100% de chance, c'est un chat. À 0% de chance, c'est autre chose qu'un chat. Un tout petit point de vocabulaire. Là, la photo du chat, je considère que c'est donc l'entrée, les entrées de mon réseau. Là, j'ai l'ensemble des paramètres que je vais devoir ajuster. La fonction d'activation, mais je ne vais pas revenir dessus. Et enfin, la sortie. Et donc, on y va. Donc, l'entrée, en fait, on va se dire, je vais décrire mon chat. Donc, par exemple, là, le chat que j'ai sur la photo fait 40 cm, fait 3 kg et a une distance entre les yeux de 6 cm. Les paramètres sont un ensemble de nombres que l'on va fixer aléatoirement, globalement, entre 0 et 1. Donc, si on prend 0,3, 0,7, 0,6, on les fixe aléatoirement au début. Le principe, c'est justement, on va les optimiser pour répondre à notre question. La fonction d'activation, bon, si c'est supérieur à 0, alors je somme, je ne vais pas revenir dessus. Et enfin, la sortie. Une des premières choses qu'on va faire sur la sortie, en fait, c'est qu'au lieu de dire à mon IA qu'elle doit me sortir chat ou autre chose, en fait, je vais donner un numéro aux sorties. Et donc, je vais dire à mon IA, si tu me sors 1, alors je sais que c'est un chat. Si tu me sors 0, alors c'est autre chose qu'un chat. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, on va faire des opérations extrêmement complexes d'addition et de multiplication. On va faire 40 fois 0,3, donc mon entrée fois mon paramètre, plus 3 fois 0,7, plus 6 fois 0,6. C'est extrêmement complexe. Normalement, sortie de primaire, on doit arriver à faire ça. Et donc, en fait, lorsque je réalise cette opération, je vais faire la somme. Donc, en fait, la somme me donne 17,7. Donc, la somme des entrées fois les paramètres me donne 17,7. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que moi, en sortie, en fait, je ne veux pas 17,7, je veux 1. Donc, mon IA me dit 1, c'est un chat. Et donc, pour faire ça, je dois aller ajuster les poids. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque mon IA m'a sorti 17,7, elle l'a sorti avec les premiers poids que j'ai simplement mis de manière aléatoire. Mais si je les fixe de manière intelligente, c'est-à-dire si je mets par exemple 0,01, 0,1 et 0,05, que je refais mon calcul, là en fait on va se rendre compte qu'avec ces valeurs de poids, donc 40 fois 0,01, plus 3 fois 0,1, plus 6 fois 0,05, j'ai bien 1. Et donc en fait là mon IA a réellement appris. Donc cet ajustement des poids ne se fait pas bien sûr par hasard, on ne va pas aller tester tous les poids possibles, il existe une méthode mathématique qui s'appelle la rétropropagation du gradient, dont l'idée étant simplement de partir de mon erreur et de la propager pour aller calculer les poids idéaux correspondant à la sortie que je souhaite. Et donc là, en fait, mon IA a bien appris. Je vais ajuster ses paramètres pour qu'elle soit capable de prédire que cette photo est bien une photo d'un chat. Bon, je recommence avec un nouvel exemple. Donc je prends ce nouveau minou. Il fait 37 cm, il fait 2,7 kg, il a une distance entre les yeux de 5 cm. Et je vais recommencer mon calcul. Donc 37 fois 0,01, 27 fois 0,1, 5 fois 0,05. Et donc en fait, là, on va se rendre compte que mon IA va me sortir 0,89 et pas 1. Et donc il va falloir que je réajuste mes poids pour qu'elle me sorte 1. Ce qu'on se doute, en fait, c'est qu'il est strictement impossible que mon IA me sorte à chaque fois 1. On ne peut pas, avec des millions d'images, trouver des paramètres qui me permettent à chaque fois d'avoir 1. Et donc, en fait, mon IA va toujours me sortir des probabilités. C'est-à-dire que là, mon IA va me sortir que pour ce chat-là, j'ai une probabilité de 89% que ça soit un chat. Pour celui-là, 97%. Pour celui-là, 92%. Et pour celui-là, 52% de chance que ça soit un chat, 48% de chance que ce soit autre chose qu'un chat. Donc, globalement, en sortie d'une IA, en fait, on a toujours des probabilités. Et ensuite, à nous, en tant qu'experts, donc là, quand je dis expert, ce n'est pas forcément expert IA, ça peut être un expert métier, de considérer la probabilité maximale comme la réponse finale du système. On se doute que si on est dans les premiers cas, là, en fait, on n'a pas vraiment de problématique. Par contre, si je suis dans ce cas-là, est-ce que, en tant qu'expert, je dois dire que là, ma réponse a été suffisamment haute pour que je sois sûr que ça soit un chat?
Alors forcément, dans le cas d'achat, c'est pas forcément important, mais si on parle par exemple de détection de défaut de pièces, si mon IA me dit tu as 52% de chance que cette pièce ait un défaut, est-ce que moi, en tant que producteur, qu'industriel, je dois sortir cette pièce ou non? Donc là, la question va être plutôt une question de métier. Quel est l'impact du défaut? Est-ce que le défaut est important? Je ne sais pas, imaginons que je produis des crayons de papier, peut-être qu'on peut estimer qu'il y a certains défauts et dans ce cas-là, ça ne sera pas forcément gênant. Si je commence à produire des pièces pour l'aéronautique, on n'a pas forcément envie que l'avion dans lequel on monte ait un défaut sur la pale et du coup, ait un peu de mal à démarrer. Donc du coup, là, on va forcément avoir la question finale qui va être comment est-ce que je dois interpréter les résultats d'une IA? Et donc, on arrive à la conclusion de cette deuxième partie, pardon, qui est de se dire, en fait, l'IA va se baser toujours sur les données en entrée pour optimiser les paramètres internes afin de faire correspondre l'entrée et la sortie. Mais elle n'est pas intelligente, hein. Comme on a vu, en fait, le principe d'une IA, c'est de fixer les poids. Donc, en fait, les règles qu'elle se fixe, c'est les poids. Donc, si moi, on me demande, qu'est-ce que ton IA a appris? Je vais lui dire, elle a appris à dire 0,1, 0,01, 0,5. Ça n'a strictement aucune signification pour moi, ni pour vous. Et donc, du coup, elle aura appris à bien optimiser ses paramètres. Mais là, on voit qu'elle n'a aucune intelligence interne, qu'elle fait simplement de l'optimisation mathématique. Les résultats vont forcément en grande partie dépendre des données d'entrée. Plus les données d'entrée vont être de qualité, plus elles vont être nombreuses, meilleurs seront les résultats de l'IA. Et le dernier point à retenir, c'est bien que la sortie d'une IA est d'une probabilité. Il est nécessaire de faire un choix en se basant sur cette probabilité, mais l'IA ne fournira jamais une réponse fixe. C'est après nous, en tant qu'experts métier, à aller prendre la probabilité et donc du coup à en décider une action sur la chaîne. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter maintenant le monde de l'IA, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, et on va s'appliquer plutôt au monde de l'industrie. Donc là, l'idée, c'est de se dire où est-ce que je peux appliquer l'IA dans l'industrie? Alors, une des premières réponses, c'est un peu partout. Donc là, en gros, l'idée, c'est simplement de se dire, donc on essaie de représenter un flux allant de la matière première qui rentre jusqu'à la formation, donc à la fourniture finale de services ou de matière. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'IA peut aller s'appliquer sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie. Donc, je ne vais pas tous les passer en détail, de toute manière, vous aurez les slides, mais elle peut aider à aller prédire des besoins d'achat en fonction des consommations. Si on parle de l'ordonnancement, elle peut aller aider à la prédiction du meilleur ordre selon la chaîne de production. Elle peut également aller faire de la détection de défauts. Elle peut aider aussi à optimiser les campagnes marketing ou à créer des nouvelles campagnes. Elle peut l'aider dans la relation client en aidant, par exemple, à comprendre des documentations. Donc, avoir un chatbot pour aider les clients en temps réel sur le SAV. Elle peut aider dans la formation des utilisateurs, etc., etc., etc. Encore une fois, là, dans ce que je vous parle, dans ce que je présente, il y a des choses qui existent déjà, que vous utilisez peut-être déjà, hein. Ce n'est pas entièrement de la nouveauté. Si on parle, par exemple, de l'optimisation de livraison, de la maintenance prédictive, ce sont des choses qui sont déjà mises en place dans l'industrie depuis quelques années. Pareil, sur les campagnes marketing, c'est des choses qui arrivent. Et par exemple, sur de l'ordonnancement, l'IA peut venir en complément des algorithmes d'ordonnancement qu'on utilise déjà classiquement dans l'industrie pour aller soit prendre en compte des nouveaux paramètres, donc des paramètres par exemple de prédiction d'achat sur les prochains mois, soit alors carrément en allant remplacer les algorithmes d'ordonnancement classiques, parce qu'ils peuvent être assez limités dans la prise en compte d'un nombre de paramètres d'entrée. On peut avoir différentes choses. De manière assez générale, l'IA en fait peut s'appliquer à deux endroits. Peut s'appliquer soit sur des fonctions qui sont agnostiques à l'entreprise, donc on va retrouver dans n'importe quelle entreprise qui fonctionne, donc des fonctions support, des ressources humaines, la comptabilité, du juridique, et des cas d'usage généraux qu'on va retrouver partout, la relation client, la communication, etc. Et elle va pouvoir s'appliquer sur des cas spécifiques à l'entreprise, donc de la suivi de production, du processus de création, de l'optimisation de processus, etc. Pour essayer en fait d'aller voir un peu quels sont les cas derrière, il faut se rappeler qu'en fait une IA ne sait faire que trois choses. Elle ne sait faire que prédire, elle ne sait faire que catégoriser et elle ne sait que générer. En réalité, si on est un petit peu plus précis, la génération c'est la même chose que la prédiction. Dans ce cas-là, on va garder les trois. Et en fait, si on s'intéresse par exemple aux cas qui sont agnostiques à l'entreprise, je vais pouvoir construire une espèce de matrice où en fait je vais aller avoir mes différents services. Donc là, par exemple, j'en ai pris trois. J'ai pris communication, juridique et RH. Et les trois fonctions de l'IA, prédire, catégoriser, générer. Et en fait, pour chacun de ces services, je peux aller construire le cas d'usage qui va être adressé par l'IA. Là, ça va faire un petit peu une liste à l'après-vert, donc je vais pas tous les passer en détail. Mais par exemple, sur la partie, si on travaille sur le service RH avec la prédiction, je peux demander à mon IA de prédire une fourchette de salaire pour embaucher un bac+5 avec 5 ans d'ancienneté et cette formation spécifique.
Si on est sur la partie juridique, on peut essayer de demander à l'IA quel sera le montant de l'indemnité si je romps cette relation commerciale. Si je suis sur la partie communication, quel va être l'impact de mes ventes de cette campagne de communication que je vais mener. Donc à la fois une campagne qui peut être B2C, B2B, B2B2C, etc., selon les différents niveaux de complexité. Sur la catégorisation, forcément, sur la partie RH, on va retrouver la partie catégorisation de CV, donc comment est-ce que l'IA peut m'aider à trier les CV que je reçois. Sur la partie juridique, comment l'IA peut m'aider à adresser les différentes décisions de justice qui existent. Sur la partie communication, comment est-ce que je classe l'ensemble des réactions suite à ma dernière campagne de publication. Et enfin, sur la partie IA générative, donc il y a les cas d'usage qui sont actuellement les plus en vogue et les plus développés, forcément sur la partie RH, l'aide à la génération d'offres d'emploi. Sur la partie juridique, essayer d'aller voir quels sont les cas de jurisprudence dans l'utilisation abusive d'un brevet. Alors, attention, lorsqu'on est toujours sur des cas assez particuliers, l'IA générative peut toujours avoir des problèmes d'hallucination, donc faire bien attention quand même à ça. Et sur la partie communication, forcément, la génération d'un nouveau visuel pour un produit, par exemple. Donc, j'ai une photo d'un produit, je souhaite soit la situer, je ne sais pas, à l'extérieur, à la campagne, dans une pièce particulière, etc. Donc là, l'IA va aller m'aider à générer ça. Et enfin, en complément, on va avoir bien sûr l'ensemble des choses qui vont être spécifiques à l'entreprise. Donc là, c'est pareil. Donc, je ne vais pas tous les passer en détail, mais on a beaucoup de choses qui peuvent être faites par l'IA. On peut faire du suivi de production avec des caméras qui sont présentes dans l'entrepôt. On peut détecter de la chute de personnel. On peut détecter des flux anormaux. Avec des capteurs sur les contenants, on peut prédire des temps de production. En analysant des documents, par exemple des ordres de fabrication, on peut soit aider à la rédaction de compte rendu, on peut faire de la détection d'anomalies. Si on est plutôt dans les processus de création, qu'on est en chimie, la formulation de nouvelles molécules, de nouveaux assemblages. Dans le textile, essayer de trouver des nouveaux processus d'assemblage. Dans la santé, définir des nouveaux protocoles de test. Si on est sur la partie optimisation de processus, avec des caméras sur la ligne de production, on peut aller détecter les défauts en temps réel. On peut faire de l'analyse qualité. Sur les parties capteurs sur les machines, on peut faire la prédiction des pannes. Et sur les capteurs sur les produits, on peut également, par exemple, détecter des nouveaux usages chez les clients. Donc, comment est-ce que mon produit a été utilisé? Est-ce qu'il a été utilisé dans les conditions de température, par exemple, que j'avais données? Est-ce que peut-être il y a des usures que je peux prédire parce que ma machine est dans des conditions d'humidité supérieures, mon produit est dans des conditions d'humidité supérieures? Et enfin, sur la gestion d'objets, on peut instrumenter les véhicules pour suivre les véhicules, pour optimiser les tournées, pour faire la prédiction de livraison future. On peut forcément automatiser le contrôle qualité, en tout cas en partie. On peut également instrumenter l'outillage pour prédire le bon outil au bon moment. Si on utilise de l'outillage qui a une certaine valeur marchande, on peut pas forcément en avoir 5, 10, 15, 20 exemplaires dans l'entreprise. Donc si j'en ai qu'un, il faut essayer qu'il soit au bon endroit au bon moment pour ne pas perdre de temps. On peut forcément aussi également détecter des goulets d'étranglement. Pour conclure sur cette troisième partie IA et industrie, encore une fois, les données disponibles vont être la clé pour mettre en place l'IA. Il va exister des cas génériques agnostiques à l'entreprise et d'autres spécifiques. Lorsqu'on va parler de cas génériques agnostiques à l'entreprise, l'avantage, c'est qu'on va souvent avoir des solutions disponibles sur étagère. C'est-à-dire qu'il y a déjà de nombreux offres de solutions qui ont des solutions IA et RH, IA et compatibilité, IA et communication, etc. Donc des modules qui vont être on pourra facilement les prendre et les installer dans l'entreprise. Lorsqu'on va être sur des cas d'usage spécifiques à l'entreprise, ça va être assez compliqué d'avoir des modules prêts à l'emploi que l'on va simplement prendre et mettre dans son industrie. On va forcément avoir des modules un petit peu plus spécifiques. L'idée, c'est toujours de commencer par un petit cas d'usage pour bien comprendre l'ensemble de la chaîne de valeur et des défis avant d'envisager une exploitation plus large. Dans tous les cas, un point important à retenir, c'est que l'IA n'est pas magique. On dit souvent cheat in, cheat out. Si vous mettez des mauvaises données en entrée, vous aurez des mauvais résultats en sortie, quand bien même vous avez le data scientist de vos rêves. Enfin, il n'est jamais trop tôt pour commencer à réfléchir à l'intégration de l'IA. Donc, même si à l'heure actuelle, vous vous dites j'ai encore beaucoup de process à faire, on peut quand même le démarrer dès maintenant. Et enfin, un point très important, c'est qu'il est important d'y inclure l'humain. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il est très important d'inclure l'ensemble des collaborateurs qui vont être touchés par ces modifications pour qu'ils puissent, eux, prendre en main l'ensemble de la chaîne et voir l'ensemble des modifications qui vont exister sur leur poste. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. J'ai une petite partie sur la partie mise en place d'une IA, mais vu que je vois l'heure qui tourne, je préfère revenir à la fin si on a du temps dessus et peut-être soit prendre les questions, je ne sais pas si on a dans la conversation, ou donner la parole directement à Jean. Alors je vais regarder en même temps
le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main maintenant. Il n'y Alors, en a pas pour l'instant. oui, du coup, oui, Christophe, merci pour la remarque hein, sur Mistral, du fait que Microsoft a en effet entré au capital. Donc c'est bien un problème du fait qu'elle n'est plus 100% souveraine, mais ça reste un des seuls acteurs qu'on a à dispo dans le coin à ce niveau technologique. Et également pour OVH, je ne peux que dire oui sur le fait que la disponibilité et la fiabilité à grande échelle peuvent être un défi. Cependant, là, j'ai cité OVH, mais on a d'autres plateformes, hein, on a notamment celle de Dassault, qui permet également d'avoir des développements à très grande échelle qui utilisent ensemble. Mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez à la fin des points que vous souhaitez réagir par rapport à des choses que vous auriez testées. N'hésitez surtout pas par rapport à ça. Euh, Oui, c'est sur- dense, ou pas de course. Oui, oui, c'était assez dense. L'idée étant de laisser la place pour les questions. Voilà, vous aurez les slides, vous aurez le replay. Donc, pas de souci par rapport à ça. Sinon, bah, Jean, je te laisse reprendre la main sur la présentation. Super. Merci. Oui, c'est bon, j'ai. Donc, j'enchaîne. Hein. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean Rébinder. Je suis ingénieur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Université de Strasbourg et plus précisément au laboratoire eCube. Je suis le responsable de la plateforme Gaia que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, nous sommes, avec la plateforme Gaia, un des membres du consortium EDIH qui va pouvoir vous accompagner, vous aider à monter des projets en IA. Et ce seront donc nous ou d'autres partenaires du consortium qui réaliseront les prestations IA pour les entreprises. Peut-être pour commencer, bah, le contexte a été bien posé. Dites-moi si les slides ne passent pas, hein, mais je pars du principe que ça marche. C'est bon. Merci. Donc, merci. Donc, comme l'a présenté, comme ça a été présenté tout à l'heure, aujourd'hui, la science des données, c'est une véritable lame de fond qui envahit nos vies, notre travail et même notre vie personnelle. Et en fait, on se trouve à la croisée de deux révolutions. D'un côté, il y a l'augmentation exponentielle de la quantité de données. Ça, c'est des données que j'ai trouvées pour 2024, avec, on estime la génération que 400 millions de terabits de données sont générés par jour en 2024. Ça fait maintenant quelques années que la génération de données est principalement automatique, elle est faite par des machines, plus trop par des humains. Et on se retrouve donc sur une quantité phénoménale de données. Et en parallèle, comme le disait Marc, la capacité de calcul a vu tout simplement une explosion ces dernières années. Donc, on avait vu la loi de Moore sur les ordinateurs, les CPU, se heurter aux limites de la physique, mais on voit qu'en réinventant avec les GPU l'architecture du hardware, on peut continuer. Donc ça, c'est des slides qui avaient été présentés par NVIDIA. On peut continuer à avoir une augmentation exponentielle aussi des capacités de calcul. Et donc, c'est cette rencontre d'une quantité de données disponible de plus en plus importante avec les capacités de calcul pour la traiter qui fait qu'on est à ce moment charnière qui rappelle un petit peu l'explosion de l'Internet dans les années 2000 avec une transformation en profondeur de nos usages et de notre façon de travailler aussi. Donc aujourd'hui, pour surfer sur cette vague, pour venir en profiter, il y a besoin de compétences particulières en sciences des données, qui se trouvent à la frontière entre l'informatique, les mathématiques, la statistique, les différentes disciplines dont je vais vous parler juste après. Et donc nous, Gaïa, nous sommes l'équipe d'ingénieurs en sciences des données du laboratoire eCube de Strasbourg. Et donc notre objectif, cette équipe a été constituée pour offrir un soutien aux équipes du laboratoire, mais aussi aux partenaires du monde socio-académique, en fournissant justement ce soutien en ingénierie, en compétences en sciences des données, qui va vous permettre d'aller adresser vos cas d'usage.
Donc, quelques mots peut-être sur le laboratoire eCube. Donc, le laboratoire eCube, c'est un très grand laboratoire. C'est, disons, le principal laboratoire d'informatique et d'ingénierie de l'Université de Strasbourg. eCube, pour ceux qui sont curieux, c'est les 3 I, informatique, imagerie et ingénierie. Donc, il y a environ 750 membres au laboratoire qui sont répartis sur 4 départements et 17 équipes de recherche, avec des axes de recherche, on va dire, fédérateurs autour de la santé d'une part et de l'environnement d'autre part. Mais effectivement, ces axes font appel à des compétences très très variées et très larges. En plus de ces équipes, le laboratoire s'est doté de plateformes technologiques et de services. En fait, les plateformes technologiques et de services, elles vont mettre ensemble, mutualiser, soit des équipements, soit des compétences ingénieurs, souvent les deux. Donc, nous, Gaïa, on est la dernière arrivée. Donc, on a 4 ans d'existence maintenant. Et donc, on vient mutualiser les compétences ingénieurs en sciences des données du laboratoire. L'objectif des plateformes en général, mais de Gaïa en particulier, c'est, avec cette mutualisation de l'expertise des ingénieurs en sciences des données, de la fournir à la fois aux équipes du laboratoire, aux partenaires académiques, et ouvrir cela au monde industriel. Donc, on a aussi des partenaires qui ont des statuts un petit peu particuliers. Voilà, je pense en particulier à l'IHU. Enfin, il y a des structures qui sont un peu hybrides, public-privé. Et disons que voilà, on est ouvert au travail avec tout type de partenaires. Quelques mots sur l'équipe d'ingénieurs qu'est Gaïa aujourd'hui. On est aujourd'hui 12 ingénieurs qui sont affectés à Gaïa, donc travaillent dans Gaïa. Donc ce nombre est en augmentation. Et il y a 9 ingénieurs qui sont associés. Donc en réalité, ce sont des ingénieurs qui travaillent dans d'autres composantes, que ce soit des équipes de recherche, donc comme par exemple l'équipe Image, l'équipe Trio, qui sont des équipes qui vont utiliser l'IA pour leur recherche, ou l'équipe SDC, qui est une équipe qui fait de l'IA, qui développe l'IA, qui l'amène à des nouvelles stratégies d'IA. Et à la fois avec d'autres plateformes. Donc, par exemple, SOFA, c'est une plateforme de modélisation. Iris, c'est de la robotique pour la santé. InetLab, les objets connectés, etc. Donc, tout ça pour vous dire que on s'appuie sur l'expertise également des collègues de eCube. Je vous ai parlé de 750 personnes dans eCube. Je n'ai pas de recensement exact du nombre de personnes qui utilisent le machine learning, deep learning dans le laboratoire, mais une grande partie des personnes utilisent ces outils, et j'estime qu'on a environ un quart de nos personnels qui sont des utilisateurs actifs de ce genre de solutions. Alors, Gaïa s'intéresse à tout le cycle de vie des données. Donc, on réalise ce découpage un petit peu pour catégoriser le type de prestations qu'on va pouvoir offrir. Je vais en parler avec plus de détails maintenant, mais notre fil rouge, c'est le cycle de vie des données qui vont être générées au moment de la numérisation. Il va falloir ensuite les gérer, les rendre intelligibles pour la machine. Une grande partie qui est le traitement et l'analyse de données qui correspond à ce qui vous a été présenté juste avant. Une partie qu'il ne faut pas négliger, qui est la modélisation et la simulation, qui permet de confronter le monde réel et de réellement comprendre, s'assurer qu'on a bien compris le fonctionnement du monde réel. Et enfin, une autre partie qui est assez importante, je vais en dire 2 mots tout à l'heure, dans notre équipe, qui est la visualisation et les interactions. Donc là, on parle notamment de réalité virtuelle. Alors, la numérisation, c'est vraiment le premier pas. Comment on passe du monde réel au monde numérique? Il peut s'agir de la mesure de grandeur physique. Donc ça, typiquement, ce sont nos capteurs connectés de la plateforme InetLab. Vous allez avoir des capteurs disséminés dans des bâtiments pour le bâtiment intelligent, dans des usines, etc., qui vont mesurer des séries temporelles de température, d'humidité, de pression, etc. Ça peut être des capteurs embarqués.
on va avoir tout type de données qui se présentent sous cette forme-là. Une autre approche, c'est de la numérisation sous forme de géométrie, ce qu'on va appeler de la numérisation 3D, principalement. Donc, dans le laboratoire, on a des équipes qui travaillent sur l'acquisition 3D pour le patrimoine, entre autres, mais ça fait appel aux mêmes technologies que celles qui peuvent être utilisées pour d'autres implémentations de la numérisation 3D. Et ensuite, en parallèle, un petit peu à la croisée des chemins des deux autres, la captation du mouvement. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur cette partie-là, mais on a toute une activité pour l'industrie 4.0 sur la réalisation de jumeaux numériques, l'étude de l'ergonomie des mouvements à travers la mise en situation de personnes et la mesure des efforts pour différents mouvements répétitifs. La gestion des données, c'est vraiment un point crucial. On a plusieurs projets où des partenaires sont venus nous chercher pour cette partie-là. Disons que c'est le pont entre le moment où on génère les données et le moment où on va enfin pouvoir les utiliser, les analyser et en retirer des insights. Il y a tout un mouvement sur la logique FAIR, d'avoir des données en anglais findable, accessible, interoperable et reusable. En gros, s'assurer que les données sont de bonne qualité, que leur accessibilité est assurée et surtout que les résultats qu'on va en obtenir vont être reproductibles. Donc, les exemples que je vais vous montrer tout à l'heure sont principalement centrés sur cette partie-là, qui est le traitement et l'analyse, qui est un peu le cœur de l'intelligence artificielle. Voilà, je prends une définition très large de l'intelligence artificielle qui va inclure le machine learning, le deep learning, donc les méthodes de classification, les méthodes de réseau de neurones convolutifs et même les modèles de langage. Et là, on a vraiment une activité qui est en forte croissance de ce côté-là sur des données très variées. Beaucoup de données en santé, mais effectivement pas mal de données aussi sur des données de capteurs, des données 3D. Donc toute une catégorie aussi des données omiques, enfin des données d'analyse qui peuvent être analysées de ce côté-là. Je passe un peu rapidement. On a une expertise historique en informatique graphique au laboratoire qui a intégré aussi Gaia, donc ce qui concerne la modélisation géométrique, comment on intègre des objets qu'on a numérisés par exemple en 3D dans un monde virtuel pour la réalité virtuelle. Il y a une partie aussi simulation physique et là c'est en collaboration avec SOFA, que vous connaissez peut-être. Enfin, la partie visualisation et interaction. Donc, on a créé, avec le traitement et l'analyse, on a créé des insights et on va aller plonger l'humain, lui permettre d'interagir avec ces résultats. Donc, nous, on a des équipements de réalité virtuelle. Donc, sur cette photo, vous voyez ce qu'on appelle le workbench, qui est donc ces deux écrans qui vous permettent de travailler en 3D à hauteur d'homme. Et le cave, donc ça c'est une salle immersive avec 3 écrans, donc le sol et 2 écrans sur les côtés, et puis les casques plus classiques. Et on utilise ça avec des périphériques d'interaction pour voir comment les personnes peuvent interagir avec ce monde virtuel. Donc les domaines d'application, j'en ai déjà parlé, beaucoup en santé, en environnement, l'industrie 4.0, de la télédétection, du patrimoine. Je vais vous donner quelques exemples de prestations réalisées par Gaia pour vous donner plus d'idées. Alors, une problématique avec laquelle donc là, ça concerne un exemple où un industriel voulait détecter et identifier des bactéries dans des séries temporelles d'images microscopiques. Donc, c'est dans le contexte quelques temps après le Covid, où on a vu fleurir des lave-mains au gel hydroalcoolique un petit peu partout.
Et donc, ça a impliqué la startup Redberry également. Il y a eu la question de savoir, est-ce que, après le lavage des mains, si on récupère l'échantillon, il ne serait pas possible de se faire une idée de quel type de pathogènes sont portés par la personne qui vient de se laver les mains. Donc, une des implications envisagées, c'est la prévention des infections nosocomiales à l'hôpital, par exemple. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer toute cette partie-là. Donc, un système de collection du gel hydroalcoolique après le lavage des mains, directement le microscope intégré dans le système et la partie intelligence artificielle pour identifier et détecter les bactéries dans un même prototype. Donc, effectivement, pour nous, l'enjeu, il y a la détection des bactéries, leur identification à partir d'images où la résolution n'est pas forcément suffisante. Et ensuite, il y a tout un enjeu de transformer des modèles qui ont besoin de beaucoup de ressources de calcul en des modèles beaucoup plus compacts, beaucoup plus rapides, qui peuvent être sur des objets enfin, qui peuvent être embarqués sur des unités beaucoup plus petites. Donc là, une petite vidéo pour vous montrer un exemple. Donc on a des bactéries en solution et on a développé un pipeline pour ce projet qui commence par la détection des objets. Donc là, on utilise plutôt des techniques de machine learning pour ces deux parties-là, qui sont la détection et le tracking. On va détecter dans les différentes images, frame après frame, les bactéries et reconstruire les trajectoires. Et ensuite, à partir des trajectoires, on va identifier si ce sont des bactéries qui sont pathogènes ou des bactéries bénignes. L'idée étant que le microscope que l'on peut intégrer, ou un microscope optique en général, mais le microscope qu'on peut intégrer dans ce type de dispositif, ne va pas avoir la résolution suffisante, ni le marquage suffisant pour pouvoir identifier directement, entre guillemets, la bactérie. On va devoir se baser sur d'autres paramètres, comme par exemple son mouvement. On va détecter, on va avoir des paramètres sur sa forme, on va avoir des paramètres sur la manière dont elle évolue. Et donc, intuitivement, on comprend que ce sont des paramètres qu'on peut utiliser pour identifier une bactérie. Après, transformer ces informations en une classification, là, c'est plus compliqué. C'est là qu'interviennent des réseaux de neurones du deep learning. Un deuxième exemple. Donc, en ce moment, depuis l'arrivée de ChatGPT, beaucoup de personnes viennent nous voir sur la question des LLM. Et effectivement, les modèles de langage ont une foule d'applications possibles, et c'est vraiment tout un potentiel à débloquer. Et là, je vais vous donner un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. On avait été contacté par Actéon Environnement. Donc, c'est une entreprise qui fait du consulting, de la recherche et du consulting sur des questions liées à l'environnement. Et donc, ils font de la veille sur des documents qui décrivent des enjeux environnementaux, qui peuvent être aussi des prestations qu'ils offrent de leur côté, d'éplucher, d'extraire des informations intéressantes à partir de documents. Ça prend beaucoup de temps de trouver les informations importantes. Et ils se demandaient, est-il possible d'aller chercher ces informations avec l'aide de modèles de langage? Et effectivement, donc, entraîner un modèle de langage à partir de zéro, c'est très difficile, comme on a pu le voir sur la tentative qui a été faite côté français de le faire. Lucie, si vous avez suivi l'affaire. Cependant, les modèles de fondation, donc les modèles type ChatGPT, DeepSeek, Mistral, etc., généralistes peuvent être grandement améliorés avec un entraînement, un fine-tuning, un RAG, sur une application particulière. Et donc là, c'est cette compétence qu'on est en train de développer, qu'on a déjà appliquée dans différents projets, et qui nous permet d'adapter ces LLM à l'extraction d'informations intéressantes pour des industriels. Donc, par exemple, un exemple qui me vient en tête maintenant, donc on est en train de monter ce projet-là, ce serait pour de la maintenance, pour de l'aide à la maintenance. Donc, vous avez des opérateurs qui vont faire la maintenance.
le KPI, la métrique que l'industriel veut contrôler, c'est le temps que les personnes passent sur place. Et donc, ils veulent accélérer l'accès à la bonne information pour la maintenance grâce à des LLM. Sachant que, autre problématique, s'il n'y a pas de LLM qui est proposé par l'industriel à ses opérateurs, les opérateurs auront utilisé spontanément les LLM disponibles en ligne, donc ChatGPT et autres. C'est ce qu'on appelle le shadow AI. Donc les industriels, quelque part, sont obligés de s'intéresser au problème pour ne pas qu'il y ait de fuite de données critiques dans la nature à travers l'utilisation de ce genre de LLM qui ne serait pas dans des environnements contrôlés. Un troisième exemple, pour terminer, qui va être aussi l'occasion de vous présenter différentes manières d'interagir avec le laboratoire et avec nous, la plateforme. C'est un projet depuis quelques années avec l'entreprise Socomec. Donc, Socomec, c'est un constructeur de biens d'équipement électrique spécialisé dans la performance énergétique, que vous connaissez certainement, qui était intéressé par ce qu'on appelle le Non-Intrusive Load Monitoring. Donc, vous avez dans un réseau des terminaux de mesure du courant, de la puissance, des mesures de l'utilisation de l'électricité qui arrive dans un réseau. Et à partir de ces séries temporelles, on s'aperçoit qu'il est possible de remonter à des informations d'utilisation plus précises. On va pouvoir dire, OK, par exemple, quand vous branchez votre aspirateur, vous allez avoir un pic de consommation sur votre compteur. Donc, vous avez un compteur centralisé, vous allez pouvoir dire, l'aspirateur a été branché à tel moment. Et voilà, peut-être que l'aspirateur a une signature sur le compteur électrique qui est différente de celle du four, par exemple, ou du ballon d'eau chaude. Voilà. Donc, cette collaboration a suivi un peu ce modèle qui est proposé par la SAT Connectus de la manière dont les entreprises peuvent faire appel au laboratoire. Ça a commencé par un projet ingénieur. Donc, Socomec a proposé un sujet à des étudiants du laboratoire. Et voyant que ça donnait des choses intéressantes, elle est passée par une prestation. Donc, c'est là que la plateforme Gaïa intervient, où on a l'expertise de nos ingénieurs qui va pouvoir diagnostiquer quels sont les leviers à activer pour aller plus loin et proposer une preuve de concept. Et en l'occurrence, ça a suivi par une thèse CIFRE sur les méthodes d'intelligence artificielle sur l'amélioration de la mesure d'un réseau de capteurs dans une installation électrique industrielle. C'est le titre. Donc, je vais vous passer une petite vidéo de témoignage sur cette expérience qui fait partie d'une série de 4 vidéos qu'on avait enregistrées sur le fonctionnement de la plateforme et de l'IA au laboratoire, que je vous invite à regarder. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne du Carnot Télécom ou sur la chaîne du laboratoire eCube. Attendez, il faut peut-être que j'enlève le laser. Est-ce que le son, c'est bon? Le son, ça marche pas.
Ouais, donc, sur cette vidéo, vous avez vu mon prédécesseur Vincent Noblet à l'œuvre. Donc, pour le moment, j'ai vu la question dans le chat. Pas d'exemple pour nous sur l'usinage, l'emboutissage ou des cas d'usage plus liés à de la production. Mais nous sommes ouverts à toute discussion. Donc, je vous encourage à nous contacter via mon mail que vous avez ici. Euh, Ça peut être tout simplement pour une première prise de contact, un brainstorming. On est toujours disponible pour discuter. On prend une heure pour décortiquer votre besoin, voir comment l'IA peut y répondre. Et puis, il y a le DIH qui est là pour aussi soutenir ce genre d'initiative et ensuite vous permettre de vous lancer avec faciliter voilà, ce lancement et vous permettre de vous lancer avec un soutien du financement européen. T'entends pas, Olivier? Ah, avec le micro, c'est mieux, hein. En général, je fais trop de bruit, donc là, ça va, vous êtes tranquille. Mais merci Jean, entre guillemets, pour ces retours d'expérience. Alors, vous allez voir ce qui est intéressant. Si je l'avais pas introduit, je vais reprendre effectivement la main pour vous donner de la visibilité du projet européen qui est cofinancé par donc l'Europe, donc une partie de vos impôts qui partent à l'Europe et aussi du cofinancement région, donc la partie région Grand Est auquel nous appartenons. Voilà, j'ai intégré ce projet maintenant il y a un peu plus d'un an et demi, alors que ça fait 7 ans que je travaillais sur des projets de transformation numérique et industrielle pour le compte de l'agence qui, avant de s'appeler Grand Est Développement, s'appelait Grand Innov ou Grand Innov Plus. Voilà. Alors, je vais revenir très vite sur les enjeux, et vous avez bien vu aujourd'hui l'urgence qu'il y a de pouvoir, vous avez parlé dans le chat un certain nombre de choses vis-à-vis de souveraineté, d'autonomie, de performance, d'y aller. Voilà. Ces réflexions, sachez qu'elles ont été menées de façon à peu près concomitante entre l'Europe à partir de 2016 et de façon quasiment similaire, simultanée par la région Grand Est. Et ce qui est intéressant, donc, c'est la mise en place donc, d'un dispositif européen qui est commun à 152 régions européennes. Donc c'est pour ça que j'ai vu d'ailleurs, il y a parmi des gens qui sont présents aujourd'hui, certains d'autres EDIH de France qui sont partenaires et on va le voir que c'est un gros travail de fond parce que sur l'IA ou la cybersécurité, clairement, soit on gagne tous ensemble au niveau de l'Europe, soit là, on risque de perdre tous individuellement. D'où l'enjeu de travailler de façon vraiment très synchronisée avec l'ensemble des consortiums qui a sur l'ensemble des régions. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des gens du Luxembourg, des gens de Belgique. C'est avec grand plaisir, on y reviendra tout à l'heure, que l'on travaille avec eux. Donc l'enjeu pour la région Grand Est, c'est d'avoir une accélération de la transformation numérique des entreprises industrielles. Pour nous, le focus était vraiment sur la partie industrielle, sur l'IA et la cyber. On connaissait très vite un certain nombre de freins qui avaient été faits sur les enjeux de transformation. Qu'est-ce qu'on pouvait y gagner? Donc là, vous voyez quelque chose d'assez sympa sur les 5 premiers qui étaient la productivité, les processus, la modernisation d'outils de production, l'adaptation de l'entreprise à des nouveaux enjeux écologiques et d'identifier de nouvelles opportunités. Je me suis permis de capter ces premiers résultats par mes homologues de la Bourgogne-Franche-Comté, puisque les DDIH de Bourgogne-Franche-Comté s'appellent Dedicated et je les en remercie. Le point important que nous nous sommes permis de rajouter en région Grand Est, c'est le fait que pour bon nombre de nos industriels ou des industriels, des fabricants de machines ou des gens qui développent des services ou des produits, aujourd'hui, on vous demande d'aller encore plus loin pour garantir la conformité, le fait que vous êtes un acteur de confiance et que vous avez une souveraineté de vos données ou de vos processus. Voilà. D'où le fait de se dire, lorsqu'on va commencer à travailler, à aider les entreprises du territoire sur ces thématiques-là, vous voyez, on va garder cette notion de souveraineté vraiment en focus permanent. La plupart des industriels ou des dirigeants d'entreprise que l'on rencontre, ils sont honnêtes avec ça parce qu'ils le savent aujourd'hui. C'est relativement compliqué d'avoir la maîtrise de l'ensemble de ces sujets. On a parlé, vous avez vu Marc, comment il a été capable de nous
ouvrir un peu la nébuleuse. Vous avez vu, c'est quand même relativement complexe, il faut aller relativement vite, il y a beaucoup de sujets à maîtriser et effectivement, beaucoup d'étendues de sujets accessibles dans une même entreprise dès qu'elle fait 10, même pas 10-15 personnes, quoi. À partir de 10-15 personnes, on peut avoir accès à de telles ressources. L'écosystème, il est très riche. Alors, je vais dire complexe dans les sujets que l'on traite. Voilà. Les entrepreneurs ont de moins en moins de temps et honnêtement, c'est compliqué d'arriver à suivre toute la partie liée aux compétences parce que les ressources sont rares et il faut pouvoir monter en compétences. Et le dernier sujet, le dernier frein qui était important, c'est qu'effectivement, est-ce qu'il y a des financements qui me permettent d'accélérer là-dessus? Voilà, donc ce constat, je vous l'ai dit, il a été fait simultanément en région Grand Est, qui avait lancé les diagnostics industrie du futur il y a plus de 6 ans, qui ensuite ont suivi par le DIAC 360. Et simultanément, donc, l'Europe a lancé la mise en œuvre de ces EDIH, European Digital Innovation Hub. Donc, qu'est-ce que c'est que ce hub digital? Comme je vous l'ai indiqué, nous sommes 152 à faire la même chose, avec ensuite, il y en a 30 supplémentaires qui sont dédiés avec des actions spécifiques sur les compétences. On veut se définir comme un lieu central, one stop shop, dans lequel les entreprises vont pouvoir venir nous voir et nous, on se permettra effectivement de les orienter pour trouver ces ressources que sont et les notions de levée de freins technologiques, tout ce qui est lié aux problématiques de formation et tout ce qui va être lié aux sources de financement ou comment financer, afin de se digitaliser notamment dans ces domaines IA cyber. Je fais exprès de dire du notamment parce qu'ayant participé à plusieurs projets de transformation numérique, on s'aperçoit qu'il y a une vraie cinématique à faire. C'est très souvent pas un seul projet, mais plusieurs projets qui vont s'accumuler et qui vont s'imbriquer les uns avec les autres. Donc, d'une certaine manière, il y a une stratégie qu'il va falloir devoir mettre en œuvre. D'où l'importance que l'on a à travers les hubs de pouvoir travailler simultanément sur l'ensemble des dimensions. Vous allez voir qu'effectivement, quand on innove, en général, pour innover avec des technologies numériques, le nombre de dimensions qu'on peut adresser, c'est entre 10 et 15. Se les représenter avec notre vision géographique, entre guillemets, tridimensionnelle, c'est un peu court. Et il faut le faire avec des outils numériques qui sont bien faits. Voilà. L'autre point important par rapport au hub digital, c'est cette notion d'intégration dans le réseau européen des EDIH, puisque nous travaillons de façon concertée, tous ensemble, et que si je n'ai pas une ressource en région Grand Est ni en France, ben, je peux aller la chercher plus loin pour traiter des cas qui seraient difficiles à traiter pour nos entreprises et nos industriels. Alors, ce qui est la grande force de l'EDIH en Gretasse, c'est ce consortium. Donc, Jean en fait partie avec grand plaisir, en sachant que donc, même si Grand Est Développement est le pilote, entre guillemets, le coordinateur du projet, on est associé de façon extrêmement proche avec la CCI Grand Est, qui vous a invité à ce webinaire et qui a été relancé, qui a été rediffusé par les autres CCI territoriales que je remercie, j'ai vu que plusieurs en étaient là. C'est un des points les plus importants, c'est qu'on puisse adresser l'ensemble des industriels du territoire, quelle que soit leur taille, et surtout n'en laisser aucun au bord de la route. Voilà, et aujourd'hui, on va revenir sur l'action spécifique des CCI sur la partie structuration de la démarche. Dès lors qu'on aura une entreprise qui sera éligible pour pouvoir être accompagnée dans le cadre de l'EDIH, eh ben, elle va pouvoir accéder vous le voyez, toutes les plateformes technologiques qui sont accessibles dans la région et qui sont portées par les universités ou les laboratoires de référence. D'où toutes les universités, vous voyez. On a commencé par Strasbourg, mais par rapport aux questions qui ont été faites tout à l'heure, c'est ça qui est bien, moi, quand je fais mon marché. Si Strasbourg n'a pas ce qu'il faut au catalogue, j'ai un catalogue qui va être élargi jusqu'à Troyes, jusqu'à Reims. Voilà. Et ça, c'est un des gros points forts, c'est que l'ensemble de ces 10 partenaires travaillent de façon conjointe, on va le voir ensemble. Donc, nous avions commencé le projet en 2023, il se terminera normalement fin 2026 pour rapport à l'accompagnement. Voilà. La cible de ceux que nous avons le droit d'accompagner aujourd'hui, ce sont les entreprises industrielles régionales qui souhaitent innover et expérimenter.
tout en montant en compétences. C'est un des vrais enjeux. Pourquoi? Parce que la région Grand Est a mis en œuvre un certain nombre de dispositifs qui sont très cohérents avec le DIH, et vous allez voir par la suite, le point le plus important avec nous, c'est surtout d'avoir une notion de cohérence, et surtout pas que de dire, voilà, est-ce que le DIH peut être une solution concurrente de ce que pourrait proposer telle ou telle structure? Non, ce n'est pas le sujet. Au contraire, c'est d'avoir quelque chose qui soit mis en visibilité et en cohérence pour que chacun puisse avoir à sa place dès lors qu'on a identifié ses compétences, mais il n'y a aucune raison que ce n'est pas lui qui porte ce projet si c'est un savoir-faire déjà sur étagère. Toujours est-il que l'on va accompagner toutes les entreprises qui sont avec un statut de type PME au titre européen, ce qui représente de façon consolidée ce que l'on appelle effectivement, on peut avoir donc une small mid-cap qui peut aller jusqu'à 3000 salariés. Dès lors que vous faites partie d'un groupe, on doit monter à l'étage du groupe au-dessus pour identifier le nombre de salariés que vous avez. OK. Le point le plus important, un des points importants par rapport à ce DIH, donc on va parler de financement et de cofinancement européen. Ce cofinancement fait que vous n'avez pas besoin de faire une demande de subvention, mais au contraire, ce n'est juste une fois qu'il y a une déclaration qui est faite, une demande qui est faite et une éligibilité qui est faite, dès lors qu'elle est validée, en fait, celui qui va vous accompagner, si vous avez quelque chose reste à charge, l'établissement qui va vous accompagner sur des services, lui va recevoir directement l'argent qui est attendu par l'Europe ou la région Grand Est. Donc c'est un des points où on n'est pas là à faire des très gros dossiers pour pouvoir se dire je dépense de l'argent, je me ferai rembourser. Non, là clairement vous sortez l'argent que ce qui pourrait y avoir comme reste à charge. Sachez, pour être totalement transparent, le projet des EDIH, enfin pour ce qui concerne la région Grand Est, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que c'est un système qui est totalement régionalisé, tout aussi bien en France qu'en Europe. Pour notre compte, sachez qu'il y a des dispositifs qui existent spécifiquement pour les startups, les TPE et pour les grands comptes. Donc, à ce titre-là, la région Grand Est nous a demandé à ce que les DH ne viennent pas perturber les dispositifs en œuvre et qui ont été prévus avec un certain nombre de budgets dédiés à ça. Voilà. Qu'est-ce que l'on va proposer pour toutes les entreprises qui vont vouloir nous rejoindre, pouvoir le faire? La première chose, c'est de vous challenger de façon extrêmement bienveillante. Alors, je dis bienveillante parce qu'il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. Dans certains cas, il est important d'avoir des nouvelles qui vous sont données sans jugement de valeur, mais au moins de vous dire, attention, il y a des points d'alerte à traiter. Donc, ceci, nous allons le faire grâce à un diagnostic de maturité numérique approfondi qui est pris en charge à 100% par l'Europe et par la région Grand Est. Donc ça, c'est un des points qui est très conséquent, où à travers 2 séries de questions que vous allez voir juste en quelques menus, on va pouvoir parler sur le numérique et la productivité de l'entreprise et identifier vraiment des points d'alerte. De l'autre côté, nous allons être très à l'écoute de vos analyses et de vos remontées de ce que l'on a duré de cas d'usage, vos besoins d'innovation en disant, tiens, moi, lié à la cyber, je pense que ça pourrait m'aider sur tel ou tel sujet. Donc, c'est un cas d'usage que vous auriez déjà identifié et que nous allons pouvoir maintenant structurer pour avancer. Une fois que ce diagnostic est fait, on va passer sur une offre de service. On va le voir par la suite, la cohérence qui sera faite pour pouvoir vous accompagner sur cette montée en compétences. Comment je fais de l'expérimentation, test before invest, ou au contraire, comment je forme mes équipes sur l'IA, sur la cyber, comment est-ce que je peux trouver un apprenant, un alternant pour les 3 prochaines années là-dessus. Voilà, donc il y a un certain nombre d'actions qui sont faites spécifiquement sur ces 2 focus. Et en dernier sujet, un point important, c'est cette mise en visibilité des entreprises, donc en ayant des obligations de networking. C'est le fait de pouvoir accompagner aussi bien les industriels que les entreprises du numérique qui sont donc ce qu'on appelle les offres de solutions qui auraient pu les accompagner, de les mettre en visibilité pour des partenariats stratégiques à ce moment-là, une dimension beaucoup plus large, à savoir européen. Je vous ai parlé de diagnostic, de maturité. Oui, c'est important. Je peux vous garantir que c'est quelque chose qui a de la valeur, même si le reste à charge est donc la totalité du diagnostic est pris en charge par les 2 structures Europe plus région Grand Est. C'est surtout le fait que l'on va pouvoir vous donner une visibilité de votre positionnement en termes de maturité sur les mêmes segments de marché que vos confrères au niveau européen, donc par rapport au type de marché que vous adressez
et ensuite la taille de votre entreprise dans votre type de marché. Et en dernier lieu, la taille de votre type d'entreprise au niveau de la France. Voilà. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ce DTA qui est marqué effectivement, qui est une première phase, ce diagnostic est le mien, mais c'est le même pour l'ensemble des régions européennes, c'est notre mesure d'impact. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. C'est les mesures d'impact, de telle manière que lorsque vous ferez les entreprises qui le feront, on sera amené à vous refaire ce diagnostic dans un an, pour voir quel est l'impact que l'on a eu de l'accompagnement qu'on vous aura proposé. Et une deuxième chose, on le refera 2 ans après. Voilà. On parle ensuite de DigiPilote qui est situé en dessous, qui est un outil mis à disposition par la CCI Grand Est et l'ensemble des CCI, parce que ce diagnostic est fait en présentiel par les conseillers industriels ou numériques de la région Grand Est qui, eux, vont dans votre entreprise aller faire ce questionnement pour vous permettre ensuite d'avoir accès à une feuille de route qui est numérique, qui va nous donner votre niveau de maturité à ce moment-là spécifiquement sur la région Grand Est et qui va vous aider à structurer les cas d'usage dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui seront pour vous des irritants de fonctionnement de l'entreprise. Il y en a un qui a posé la question sur la production, l'ordonnancement ou la maintenance. Moi, je peux vous dire, effectivement, un technicien de maintenance qui est à l'autre bout de la France et qui doit pouvoir faire un compte-rendu le plus piloté automatiquement sans perdre de temps, ben là, c'est un enjeu où l'IA, un des industriels de la région, est accompagné spécifiquement pour mettre en œuvre ce compte-rendu d'intervention de maintenance assisté. Voilà. D'ailleurs, il y a accessoirement, dans le cadre de la maintenance, c'est un outil aussi qui est amené à utiliser, dédié à détecter de façon prédictive à travers un certain nombre de prises de photos, prises de vue, un certain nombre de défauts qui auraient été déjà identifiés, qu'on puisse retrouver de façon très simple. Voilà. Donc cette plateforme, voilà, on a parlé du diagnostic, la plateforme DigiPilote est mise en œuvre sous forme d'un extranet qui reste ouvert pour accompagner l'entreprise sur toutes les actions qu'elle aurait sur le numérique pendant les 2 ans qui traînent. Je vous ai parlé très très rapidement des parcours de transformation. Je tiens à y revenir dessus, puisqu'effectivement, le fait que le DIH était sur l'objectif vraiment d'accélérer et d'avoir un parcours de transformation augmenté, ce diagnostic, effectivement, aujourd'hui est proposé soit aux entreprises qui ont fait le DIAC 360 de la région Grand Est, soit par les partenaires de l'EDIH qui nous ont rapporté des industriels qui auraient juste levé la main. Le fait de faire ce diagnostic fait que nous sortons cette feuille de route dont on vient de parler à l'instant, où on va traiter que de numérique de façon générique, et on va travailler de façon plus spécifique sur les sujets IA cyber à travers les fiches projets. Voilà. Donc, ce sont des choses. On utilise ensuite ce que l'on appelle un comité d'orientation qui va nous permettre de classifier qu'est-ce qu'il y ait réellement de l'innovation par rapport à ce que nous a demandé l'entreprise vis-à-vis de ce qui est un projet de transformation. Donc voilà, si l'entreprise n'a pas de maturité, trop peu de maturité, on aura tendance à lui proposer d'aller voir un accompagnement un petit peu plus large qui est lui pris en charge par la région Grand Est. Si au contraire, on a identifié des cas d'usage, on lui ressort sa feuille de route qui devient maintenant priorisée et on la met en visibilité avec les offreurs de solutions que nous avons déjà identifiés, reconnus, qui sont des sachants, qui savent faire, parce qu'on ne va pas réinventer l'eau tiède, on va renvoyer ça directement sur des savoir-faire qui existent dans le milieu privé. D'où les modules transformants qui existent à la région Grand Est. Si au contraire, nous n'avons pas trouvé tout de suite les éléments comme une offre sur étagère, à ce moment-là, et accompagné sur le fait que c'est une innovation où il faut d'abord expérimenter, d'abord monter en compétences, à ce moment-là, on passera par les services de l'EDIH dont on va faire une déclinaison très vite, puisque vous retrouvez sur le côté droit tous les logos de nos partenaires qui sont capables de vous former, de vous faire des formations de courte durée, sur mesure, il le faut par rapport à votre métier industriel. Et au contraire, on peut aller jusqu'à des formations sur l'alternance jusqu'à 3 ans. De la même manière, sur la veille technologique, sur le prototypage, où c'est l'expérimentation à grande échelle, voilà, on a des projets aujourd'hui où je sais que j'ai des demandes pour plus de 2 fois 25 jours d'expérimentation pour arriver. En dernier lieu, il y a le fait de pouvoir vous aider à rechercher des financements pour pouvoir financer cette transformation numérique. Ça, c'est un des enjeux qui est important pour que vous ayez le moins de freins possible. Donc, des experts de l'agence de Grand Est Développement s'occupent de ça.
Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que dans le cadre de ces services-là, le 50% de la totalité des prestations est prise en charge par l'Europe, d'accord, de telle manière que les entreprises n'ont qu'un reste à charge de 50% des services qui seraient à rendre. Ces services-là ne sont pas obligatoires. C'est vous, en fait, qui décidez quel ou quel service vous voulez voir, de la même manière que lorsque vous pouvez nous remonter, ce qui est le cas lorsqu'on a rencontré des industriels, c'est entre 5 et 10, allez, minimum 3, maximum 6 cas d'usage qui nous sont remontés. On essaye de gérer la priorité de ceux qui sont les plus faciles à aborder pour l'entreprise et qui ont une notion de quick win avant de pouvoir aller sur ceux qui seraient au contraire les plus compliqués à mettre en œuvre. Mais vous avez vu, avec la représentation de Jean, j'ai beaucoup aimé l'exemple de Socomec parce que moi j'étais au courant de ce projet aussi au préalable sur un autre dispositif que la région a supporté. Voilà, donc ça c'est un des points importants. Vous voyez, on a cette collaboration et cohérence avec les modules transformants de la région Grand Est. Et c'est à travers le DIH Grand Est que l'on va se servir de cette posture un petit peu de guichet unique pour pouvoir les réorienter correctement. Comme je vous l'ai indiqué, nous avons la chance d'être connectés à 100% avec les autres EDIH de France que je remercie, que j'apprécie, que je vois minimum une fois par mois, si ce n'est pas une fois tous les 15 jours, dans lequel on peut échanger, sur lequel aujourd'hui on fait des efforts d'échange sur des problématiques de filière. Les problématiques, par exemple, de bois, je vais vous faire sourire, on a la chance d'avoir les Vosges. Les problématiques du bois en région Grand Est, c'est les mêmes problématiques du bois dans les autres forêts qu'il peut y avoir dans les autres territoires. Donc, les scieries qu'il peut y avoir chez nous ont des soucis. On va travailler avec la résolution d'un certain nombre de sujets grâce à l'IA, en mutualisant de façon confidentielle certaines données. Et comme vous l'a expliqué Marc tout à l'heure, si on fait tourner des modèles sur un certain nombre de données anonymisées au départ, on peut au contraire, à la fin de l'apprentissage, travailler uniquement avec des données propres de l'entreprise, de cette tête sûre qu'effectivement, elle garde un avantage concurrentiel déloyal vis-à-vis de ce qu'elle aura mis en œuvre en tant qu'innovation dans sa structure. Donc, vous avez à gauche l'ensemble des EDIH de France qui fait que si vous êtes une entreprise qui n'est pas présente aujourd'hui en région Grand Est, vous avez ici l'adresse sur laquelle vous pouvez me faire un mail et moi, ça sera un grand plaisir que je vous mettrai en relation avec mes homologues français. Mais je n'oublie pas mes amis belges, mes amis luxembourgeois et mes amis allemands régionaux, puisqu'effectivement, nous avons la chance d'avoir un partenariat dans la grande région. À savoir la Wallonie, le Luxembourg, la Sarre et les deux EDIH du Bade-Wurtemberg qui sont situés à proximité de la frontière allemande et la frontière donc de la région Grand Est. Voilà les actions que l'on a fait, que l'on coordonne et ce qui fait que on a des actions et souvent des événements. On en a fait un au début mars avec le Luxembourg, sans dévoiler. Nous avons tous ensemble un très gros événement le 20 mai prochain, le 19 pardon au soir pour les EDIH, mais le 20 dans le cadre du 360 Grand Est à Strasbourg. Avec la région Grand Est, un très gros élément de collaboration inter-EDIH qui va se faire simultanément. Voilà, vous êtes bien sûr tous invités. Donc, ce que l'on n'a pas en catalogue chez nous, on peut les solliciter bien sûr chez nos collègues. Pour ce qui est de la suite, je vous l'ai indiqué, c'est simple. Vous avez la chance d'avoir la liste des conseillers CCI, aussi bien numériques que industriels qu'il y a dans la plupart des territoires. C'est un grand plaisir de travailler avec nombre d'entre eux. Et effectivement, j'ai un objectif d'accompagner 300 entreprises sur la durée du projet. Seul, j'y arriverai jamais. Mais heureusement, ils y sont là. Et les industriels, la plupart des industriels sont très, très regardants et à l'écoute en disant « Ah oui, vous allez pouvoir nous donner un avis et puis nous soulever des points qu'on ne saurait pas traiter. » Voilà, je vous donne donc, je vous laisse prendre connaissance de proximité avec vos coordinateurs et vos conseillers scientifiques numériques, pardon, des CCI. Je me permets de finir en vous proposant sur l'écran de nous suivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux et en particulier le groupe LinkedIn que l'on a mis en œuvre sur le DIH Grand Est, c'est là qu'on arrive effectivement à suivre et à relayer les informations supplémentaires et les événements, puisque les événements, donc il y en aura un le 30 mai, c'est le premier, il y en aura un
Début juillet aussi, aux alentours de Haguenau. J'en ai prévu avec nos amis de Troyes en juin. Enfin, en fait, voilà, c'est ça qui est important. Il y a on laisse personne au bout de la route. Et si vous n'êtes pas éligible à l'EDIH, on trouvera un partenaire quand même pour vous accompagner s'il le faut. Voilà, je vous laisse scanner. Je propose à Marc et à Jean et Laurence, puisque Laurence Thoman de la CCI Grand Est est restée cachée pendant tout le webinaire, alors qu'en fait, c'est elle qui m'a au quotidien vis-à-vis de l'animation et des diagnostics qu'on réalise. Voilà, si vous avez des questions, on est bien sûr à votre disposition. Si vous voulez la suite de Marc Platini, parce que vous avez eu la version rapide, sachez qu'au sein de l'agence, ils ont eu la version 2 fois 4 heures. Voilà, et c'était que de l'intelligence collective. Celle-ci, elle n'était pas du tout. Bonjour Laurence. Voilà. Si vous avez d'autres questions, merci de vos commentaires. On se permettra de toute façon de vous faire parvenir une enquête de satisfaction. C'est vos commentaires qui feront qu'on pourra toujours s'améliorer et bien sûr devenir encore plus performant pour le bien de nos entreprises régionales et internationales en Europe. Voilà. Laurence, si tu veux rajouter quelque chose, Marc, Jean, merci à tous. Non, merci à tous. Donc, on est à votre disposition pour répondre à vos questions et puis on vous enverra des présentations. Voilà. Bon après-midi à tous. Excellente journée et à bientôt. Au revoir. Attends, il y a une question encore. Ah, question. Puis-je prendre Oui. la parole pour une question? Bien sûr, Théo. Bonjour, Théo Mazzocchi, Société Cheno. J'ai une question pour Monsieur Platini. J'aimerais bien revenir sur sa présentation. Moi, j'ai bien compris qu'en fonction du besoin pour l'industriel, il faut bien savoir choisir son IA finalement pour réussir à avoir le bon résultat. Concrètement, comment on fait? Parce que vous nous avez présenté pas mal de possibilités, pas mal de sujets, pas mal d'IA différentes. Moi, j'ai des idées concrètes. Je ne pensais pas qu'il y avait tout ce choix à faire. Concrètement, comment je fais pour savoir où me diriger en fonction du besoin? Alors là, il y a plusieurs réponses par rapport à ce que vous voulez faire. Jean, par exemple, a présenté la plateforme Gaia qui peut, elle, vous aider à aller en fait, justement trouver les bons outils, les bons modèles, la bonne façon de faire par rapport à ça. Donc ça c'est une première des choses. De manière un peu plus générale, Olivier a présenté le DIH où là l'idée c'est que nous on va vous présenter également d'autres partenaires. Et Olivier a présenté également les parcours de transformation de la région où on a des offreurs de solutions qui peuvent également se positionner soit pour vous aider à construire des briques, soit pour vous proposer des briques déjà faites. Et après, une autre partie de la réponse sera également de récupérer des compétences. Alors, soit en s'associant à des universités par des stages, ce qu'a présenté un petit peu Jean tout à l'heure, donc des stages, des thèses, différents modes de collaboration, avec lesquels vous allez travailler avec des personnes qui vont avoir les compétences pour vous dire, voilà, je sais pas, vous voulez faire du texte, il faut aller vers des modèles type GPT, ou faire de l'image, il faut aller vers là. Jean a présenté beaucoup d'autres cas d'usage plus spécifiques où là, on peut même aller construire le réseau de neurones pour aller détecter ça parce que on peut faire un tout petit réseau qui fonctionne bien, etc. Donc voilà, la réponse est complexe et multiple et dépendra forcément du cas d'utilisation que vous allez avoir. D'accord. Donc concrètement, je me rapproche de l'EDIH Grand Est et après C'est c'est ça. eux qui me. Ok. Exactement, voilà, c'est ça. Vous envoyez un mail à Olivier, Jean et moi, selon où vous êtes, si vous avez une préférence, et nous, après, quoi qu'il arrive, on vous redirigera à l'intérieur pour vous présenter le process complet des différentes étapes. Je vais me permettre de vous donner une petite réponse puisque c'est ce qui est arrivé à Cuisine Schmitt, qui nous a fait un retour d'expérience assez intéressant, où voyant la crise du marché de l'immobilier, ils se sont dit comment est-ce qu'on fait pour révolutionner notre relation client. Ils ont été totalement transparents par rapport à ça. Ils ont identifié tout de suite qu'il y a des choses qu'ils savaient faire en interne et d'autres qu'ils ne savaient pas faire en externe. Et ils ont eu la bonne idée de lever la main et qu'ils ont pu s'être réorientés vers un offreur de solutions numériques capable d'intégrer des technologies d'IA en moins de 4 mois. Donc, en 4 mois, le configurateur de cuisine, alors ce n'est pas celui de Cuisine Schmitt, puisque le premier qui a lancé maintenant est complètement boosté à l'IA, il s'appelle Stylia.
il a été réalisé, effectivement, je vous dis, en moins de 4 mois, grâce à cette association industrielle, entreprise du numérique de la région. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Les équipes de Jean Riemanner de l'UNISTRA sont des experts sur certains domaines. Je peux alors, sans dévoiler, mais je peux vous dire qu'on a un cas concret qui nous a été remonté sur la filière bois, qui a été traité par un des autres partenaires du consortium, qui est le CEA, où le CEA, sur la filière bois, ils sont capables de vous identifier le moindre défaut dans une planche, que ça soit du sapin, du hêtre, du chêne, des trucs comme ça, parce que c'était crucial pour eux d'avoir quelque chose de hyper efficace, efficient sur leur métier. Donc, il y a une connaissance métier qui est intéressante d'avoir avec le bon partenaire. Et au contraire, quand il n'y a que la partie algorithmique à aller traiter, bah, effectivement, là, je pense que les compétences technologiques, mathématiques, entre guillemets, on va les retrouver chez tous nos partenaires. Tous les membres du consortium ont ces mêmes compétences technologiques. Honnêtement, passez par le DIAG et on vous fera juste, je vous dis, c'est un travail de réflexion co-construite par l'ensemble de ces membres du consortium. Ils ont tous des moments, lundi après-midi, on se retrouve encore pour faire le point sur un certain nombre de projets. C'est un travail collaboratif dans lequel on vous met tout de suite aussi, on vous embarque dans la boucle pour être sûr que vous avez, avec le respect qu'on vous doit, la maturité pour pouvoir mettre des choses seules ou au contraire, vous adosser à des ressources plus larges. OK? Et c'est fait de façon bienveillante. On ne vous fera jamais prendre, on ne fera jamais prendre un risque que vous ne pourrez pas supporter. C'est pour ça que les équipes de la CCI sont très proches et veulent rester proches. Voilà, j'espère que ma réponse vous éclaire. C'est clair, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On a dépassé 10 minutes, 11 minutes. Voilà, ben, messieurs, dames, passez une excellente soirée. Il y en a déjà 31 qui sont partis, c'est très bien. À bientôt. Au revoir. Merci à tous, Marie-Cam. Au revoir.